qualité, comme a dit le philosophe. Merci d'être venus aussi nombreux, finalement, pour entendre parler de mammouthologie. Alors, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être devant vous, je suis ravi d'être dans cette salle. C'est grâce à ces sponsors. Alors, c'est assez amusant parce que du coup, je suis de l'INSEE, et il y a un certain nombre de ces sponsors à qui on donne de l'argent parce qu'ils travaillent pour nous. Donc, du coup, je considère que l'INSEE est un peu sponsor de niveau 2. Voilà, en tout cas, merci à eux et puis merci pour la croisière ce soir sur la Seine. Donc moi, je m'appelle Fabrice Bloch, je suis de l'INSEE, je viens de le dire. Aujourd'hui, je suis le chef du centre Agile de l'INSEE. Et je suis aussi le porteur de la transformation DevOps. Voilà. Je suis aussi président d'un truc qui s'appelle Agile France, qui est super sympa, qui existe. Il y avait une conférence qui n'existe plus, certains d'entre vous l'ont peut-être connue. Et puis, j'organise aussi une conférence qui s'appelle Frugagile. Voilà, on a fait Frugagile en Arménie, notamment l'an dernier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je suis venu vous parler de transformation. Oui, je vais vous parler de mammouth, hein, rassurez-vous. Mais je suis venu aussi vous parler de transformation, parce qu'une transformation, il y a un côté, c'est un peu une fable. Une fable telle qu'on se la raconte. Et moi, j'ai la chance, dans les différents rôles que je tiens, d'aller dans des confs, d'écouter des consultants. Et puis, il me raconte une très belle histoire sur les transformations. Peut-être qu'on vous l'a faite un petit peu, celle-là aussi. Normalement, à un moment, on nous cite un ou deux livres de John Kotter, qui est un peu la Bible. Donc, du coup, toute transformation commence par un sentiment d'urgence. Alors, ce sentiment d'urgence, c'est le chapitre 1 du livre de John Kotter, il faut soit le sentir, soit le créer. Voilà. Alors ça, c'est pas le sponsor, hein, c'est l'urgence. Et puis, un sponsor, il ne peut pas porter la transformation tout seul. Donc, du coup, il nomme... Donc ça, c'est une photo d'archive. Hein. Moi, je suis en haut, là. J'ai un peu grossi depuis, mais c'est bien moi. Voilà. Et puis, le responsable de la transformation, il va réunir une petite équipe de pilotage, hein, parce qu'évidemment, il ne peut pas piloter ça tout seul. Bien entendu, une petite équipe interne. Mais heureusement... Je vous aime, les consultants. Si, je vous jure. Je vous jure. Voilà, donc à un moment, on embauche les consultants qui arrivent et qui vont sauver le monde, bien entendu, puisqu'ils l'ont déjà sauvé plusieurs fois, c'est bien naturel qu'ils continuent à le sauver. Donc du coup, après, le consultant et le sponsor donnent la vision et la stratégie, hein, voilà. Et puis, ça continue, tout le monde suit le plan élaboré, le plan de transformation, en général un plan de transformation agile. Plan, agile, dans la même phrase. Excusez-moi, mais là, je bloque un peu quand même, sans vouloir jouer sur mon nom de famille. Mais je bloque un peu à ce moment-là de ma réflexion où j'entends plan et transformation. Plan et agile dans la même phrase. Du coup, je bloque un petit peu, mais c'est pas grave, on fait un plan de transformation agile. Il suffit de suivre ce plan de transformation agile. Alors évidemment, il y a quelques petits chaos par-ci par-là, hein, bien entendu, parce que sinon ce serait pas drôle. Mais quand même, à la fin, tout est bien qui finit bien, et les KPI sont ouverts, le comité de direction est heureux, et du coup, les porteurs de la transformation sont promus. Est-ce que certains d'entre vous ont vécu cette belle histoire ? Voilà. Alors, ça me fait penser à un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Le voyage du héros ». Alors, c'est un truc sur les mythes, sur tous les mythes qui construisent nos sociétés et qui finalement disent que finalement, c'est un peu toujours la même histoire, ces histoires-là. Tous les mythes sur lesquels on repose notre culture, c'est un peu la même histoire, avec le même cycle, les mêmes étapes, la même chose à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et moi, je suis comme ce chat. Je me dis, encore cette même histoire, encore cette belle fable Disney où tout se passe toujours aussi bien. Et bien moi, j'ai envie de dire, moi aussi, j'ai envie de vous raconter une histoire. Et ça ne va pas être tout à fait la même parce que je ne suis pas très fan de Disney. Donc je vais vous parler de Groc et Plonk. Alors Groc et Plonk, ce sont des Grotte-Porreik hackers. C'est pas facile à prononcer, Grotte-Porreik hackers, mais j'imagine que vous voyez ce qu'il y a derrière. Alors du coup, c'est quoi l'idée ? Groc et Plonk qui vivent à la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est vraiment une sale histoire. C'est vraiment une sale époque. Il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de Trello, et il n'y a même pas de Jira, quoi. Et je ne vous parle pas des capsules de café. Et alors, ils ont un problème, c'est qu'ils vivent dans une tribu qui se nourrit exclusivement de purée de grenouilles grises au chou. Voilà, c'est un peu triste.
Surtout quand c'est tous les jours, à tous les repas. Voilà. Du coup, ils se disent, ça va 5 minutes, on a un super projet, on va partir à la chasse aux mammouths, parce que je vous rappelle qu'on est à la préhistoire. Alors c'est facile, à l'époque on disait il suffit de staffer. Voilà. Il suffit de staffer une équipe de chasseurs, c'est le vocabulaire d'époque, je suis désolé. Les chercheurs ont vraiment prouvé qu'on disait ça comme ça à l'époque. Donc on staffe l'équipe adéquate, on leur donne une vision, une cible, un peu de management pour habiller tout ça, quelques ressources et hop quoi. Du coup il nous faut quoi finalement? Il nous faut le feu vert des sages de la tribu, afin de pouvoir expérimenter une nouvelle façon de recueillir la nourriture. Il nous faut un rôle de chef pour le chef. Donc je vous rappelle qu'un chef, ça sert à cheffer, c'est son principal usage. Ensuite, il faut négocier auprès du sorcier de la tribu pour avoir les ressources qui vont bien. Vous allez voir, peut-être que le sorcier de la tribu existe toujours de nos jours. Et puis, il suffit tout simplement, le truc de base, d'avoir une équipe auto-organisée. C'est vraiment le truc de base, c'est d'une évidence évidente, comme nous le verrons là aussi tout à l'heure. Alors, et si ce projet était davantage un projet, c'est-à-dire une véritable transformation systémique? Alors derrière ce gros mot, j'ai envie de vous faire un petit peu de systémique à l'âge de pierre. Alors c'est quoi un système? Déjà, il faut des éléments constitutifs pour un système. Donc là, clairement, dans notre exemple, c'est la tribu. Il faut une frontière. Nous, c'est pas eux. Voilà, donc il y a bien une frontière. Il y a une frontière dans ce système. Ensuite, il y a des réseaux de relations. C'est les règles de vie en commun, par exemple. Et puis, il y a des ressources. Les ressources, c'est les matériaux, c'est l'énergie, c'est l'information. Tout ça, c'est les ressources. Et puis, le système, il évolue, heureusement. Un système qui est figé, c'est qu'il est en train de mourir. Donc un système, ça évolue par le troc, l'échange de services, suite aux décisions qu'on prend, suite aux rétroactions par rapport aux décisions qu'on a prises, et puis face aux ajustements qu'on a faits, face aux décisions qui ont été prises. Il faut avoir en tête que la fonction première d'un système, c'est sa propre conservation. Et toute transformation menace le système en place. Ça, c'est un truc de base. Et que du coup, la tribu, mais évidemment, ce n'est vrai qu'à la préhistoire, la tribu préfère le connu insatisfaisant plutôt que l'inconnu prometteur. Et c'est ça l'homéostasie, finalement. Ce n'est pas les petits trucs en sucre qu'on suce sous la langue. Alors l'homéostasie dit quoi? Dit que globalement, il y a 2 types de changements. Il y a les changements de type 1, c'est les petits là qu'on voit, mais qui ramènent à chaque fois au point d'équilibre. Ils ne font pas changer le système. Ce qu'on veut, c'est l'autre, c'est le grand là, celui qui permet de passer à un point d'équilibre supérieur. C'est ça qu'on cherche dans une transformation. On ne peut pas échapper à la crise qui est entre les deux, ce n'est pas possible. Alors je suis très content, parce qu'au bout d'un moment, je me demandais s'il y avait un terme qui expliquait ce que je voulais qu'il se passe, cette transformation, ce moment un peu magique. Non, je ne l'ai pas découvert dans une émission de cuisine. Je vais la jouer beaucoup plus sérieuse, mais si, je l'ai découvert dans une émission de cuisine. Mais c'est le terme de percolation. Alors le terme de percolation, c'est même un truc d'économie, voilà. C'est le fait d'arriver à propager une information sur un système qui est hétérogène. Et globalement, c'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le moment magique où la transformation prend. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre que de l'énergie qui vient d'une seule source, en règle générale, le porteur de la transformation, le sponsor, qui vous voulez, mais la transformation, elle prend, elle s'auto-entretient. Il y a une espèce de phénomène qui se répète. Et c'est ce moment magique qu'on cherche, qu'on espère. Et donc c'est ça la percolation. C'est un phénomène qui se reproduit de lui-même. Du coup, voilà, une transformation, c'est passer d'un état A à un état B. Et je prétends, devant vous, aujourd'hui, qu'on ne sait pas ce qui permettra cette bascule, ce moment de percolation. On ne le sait pas. On a beau bâtir des plans, des jolis plans de transformation, mais finalement, ce qui fera basculer, le point de bascule, on est incapable de prédire ce que ça va être. Voilà. Donc, croire qu'on peut suivre un plan de transformation, pour moi, est strictement illusoire. Croire qu'on peut échapper à la crise qui est entre les deux, c'est tout aussi illusoire. Tout ne va pas bien se passer. Ça ne va pas être une belle histoire. La Disney, une transformation, ce n'est pas vrai. Voilà. Parce que, du coup, la crise va modifier les stocks de ressources, mais aussi la façon d'interagir entre les gens.
Et du coup, il va y avoir énormément de modifications. Et c'est bien en ça qu'on peut dire que Grok et Plonk vont devenir des corporate hackers. Voilà. Donc, on a dit, première chose à faire, allez voir les sages de la tribu. Ok, boomer. Alors, merci. Du métier, hein, quand même. Alors, c'est très bizarre parce qu'à l'époque, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, il faut l'aval des sages de la tribu. Et ce que Grok et Plonk attendent d'eux, c'est juste un feu vert. L'autorisation de continuer, l'autorisation d'expérimenter le changement, un soutien à la limite, mais juste un feu vert suffirait. Bien sûr, ceci n'existe absolument plus. C'est un truc qui est resté au niveau de la préhistoire, hein, bien entendu. Et, soit dit en passant, être ceux qui garantissent la stabilité de la tribu, c'est une bonne façon pour refuser toute innovation sous couvert du respect des traditions. Mais, bien entendu, je ne parle que de la préhistoire. Alors, 4 grandes stratégies classiques pour dire non de façon polie. D'abord, semer la peur. Ensuite, le death par delay. Jouer la confusion et l'attaque personnelle. Alors, semer la peur, c'est très simple. On va jouer sur le cerveau reptilien. Extrêmement efficace. Ouh là 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 là. Votre idée, là, votre innovation, ça va nous mettre complètement à plat. On peut tout trouver. Alors là, ça marche très bien avec l'agilité. Voilà, mettre le bazar partout. Ça marche très bien avec le DevOps, avec tout. Voilà. Par exemple, dans notre cas, la chasse aux mammouths, c'est dangereux parce que les chasseurs ils vont être blessés, ils ne vont plus pouvoir écraser les grenouilles, on va mourir de faim. Le piège de cette attaque-là, c'est qu'encore une fois, elle joue sur le cerveau reptilien, donc sur la peur. Et donc, si vous répondez à un niveau raisonnable, cerveau raison, vous allez passer à côté. Il faut parler aux émotions à ce moment-là. Voilà, je m'engage. Et s'il le faut, je le ferai moi-même. Peu de théâtre à ce moment-là. Première attaque très classique que, je pense, on a à peu près tous rencontré. Death by delay, très à la mode dans l'administration. On ne peut pas décider comme ça. Il faut réunir une commission, un groupe d'études, il faut faire un rapport, une expertise, machin. Et du coup, ils finiront bien par se lasser, Grok et Plonk. Et on n'aura même pas besoin de dire non, parce que de toute façon, ils seront morts de vieillesse. Surtout au moment de la préhistoire, à 35 ans, machin. Alors, c'est évidemment très efficace aussi comme attaque. Donc, du coup, la réponse, c'est bien, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment, on n'est pas obligé de lancer tout un truc, mais expérimentons. Voilà, petite réponse simple. La confusion, très efficace aussi. Mélangeons tout. Mélangeons tous les sujets, ce qui fait qu'à la fin, plus personne ne comprend. Et dans le doute, on dit non. Voilà. Maintenant que, grâce à quelques conférenciers, comme certains qui sont ici, on a expliqué ce que c'était que la théorie de la complexité, ça, ils ont bien retenu. Mais du coup, comme c'est complexe, c'est trop complexe, donc on ne peut pas décider, donc oulala. Donc en surjouant un petit peu la complexité, on peut arriver à bloquer une idée. Donc évidemment, l'idée, c'est bien de simplifier, à l'inverse. Hein. La quatrième, quand on ne peut pas attaquer l'idée, il suffit d'attaquer le porteur. Parce qu'ils n'ont pas assez d'ancienneté dans la maison. Ils n'ont pas le titre de chasseur, ils n'ont pas le diplôme Bac+5 de chasseur qui leur permettrait d'avoir les légitimités pour proposer ça. Évidemment. Évidemment. Du coup, il faut dissocier. Il faut dissocier le message de son porteur. Évidemment. Alors, face aux sages de la tribu, il faut accepter, il faut accueillir les contradicteurs et les laisser vous attaquer. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Il ne faut pas fuir les contradicteurs sous prétexte que déjà, comme le temps passe. Donc au contraire, il faut accueillir, il faut répondre, il faut montrer du respect constamment et il faut surtout parler à l'assemblée entière, ne pas se laisser distraire. Donc il y a un livre excellent là-dessus, je vous le conseille des 2 mains, qui s'appelle Buy-in de John Kotter.
pour le coup. Celui-là, personne ne le cite, mais pourtant il est vachement plus intéressant, où il décrit toutes les attaques que vous pouvez recevoir dans cette posture et les réponses adaptées que vous pouvez fournir. Voilà, donc du coup, il faut ne pas être dans l'attaque, la fuite ou la défensive, c'est-à-dire ce que nous dicte notre cerveau reptilien, mais bien être de manière factuelle et se préparer et se préparer. Voilà. Donc, non, on ne traite pas les sages de ringards, de garants du système existant, mais on leur expose le projet calmement. Alors, le sorcier. Ah, Harry Potter. Alors, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, il faut l'accord des sorciers de la tribu. Ce qu'on attend de lui, c'est des ressources, des armes, des hommes, de l'énergie divine, une bénédiction, bref, un petit peu tout ça. Donc le sorcier, c'est celui qui marmonne des incantations bizarres et qui a un accès illimité aux ressources. Là aussi, évidemment, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc lui, en règle générale, il parle beaucoup de confiance. Mais quand on creuse un peu, le problème de la confiance, c'est que ça ne décrète pas, que ça ne s'achète pas non plus, mais que c'est quelque chose qui vient de manière progressive, qui est extrêmement fragile. Il faut des mois pour arriver à construire de la confiance. On peut la perdre très rapidement. Et ça nécessite de la transparence. Et puis surtout, c'est quelque chose de réciproque. Voilà. Un manager qui exigerait de la confiance, qui voudrait savoir s'il peut avoir confiance en son équipe, moi je lui demande si son équipe peut avoir confiance en lui. Alors, en parlant de manager, il y a eu un moment où beaucoup de gens citaient la phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Pardon. Et du coup, en trouvant cette phrase extrêmement maligne, et du coup, je demande aux personnes qui la citent, qui a dit ça? Alors j'ai eu la chance l'année dernière de discuter avec Isaac Getz, qui m'a confirmé que c'est Joseph Staline. Voilà. Ce qui, en règle générale, refroidit le manager en question. Quand je lui demande si son modèle managérial, c'est lui. Voilà. Ça, vous l'amenez chez vous, ça peut toujours servir. Voilà, donc finalement, la confiance, c'est bien joli, mais bon, le contrôle lui suffirait quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face aux sorciers de la tribu? Alors, j'ai eu la chance l'année dernière de faire un atelier qui s'appelait « François Pignon est un coach agile », où j'ai beaucoup discuté avec vous de pourquoi, quel discours il faut avoir face à ce genre de manager, de personnes, de directeurs financiers, de DRH. Et globalement, il ne faut surtout pas lui parler d'agilité. Ce dont il faut lui parler, c'est l'impact de l'agilité. C'est-à-dire ce que l'agilité va lui apporter. Et c'est ça qui est intéressant. Quels sont les gains qui sont escomptés? Il faut lui proposer des POC, histoire de rassurer, de lui montrer qu'il peut avoir le contrôle sur ce qu'il va faire. Et lui parler du chasseur-cueilleur expérience, pour ne pas dire l'UX. Voilà. Voilà, donc on ne va pas lui parler à lui d'équipe auto-organisée, d'agilité ou de technique de chasse, mais on va lui parler son langage. Et c'est ça qui est important. Et nous, agilistes, on a parfois du mal à se mettre à sa place et lui parler son langage. Or, si on ne lui parle pas son langage, on ne peut pas être compris. Alors, le chef, le Cro-Manager. Alors, quand on a une idée chez les Cro-Magnons, il faut gérer le chef de la tribu. Voilà. Je suis chef, voilà, j'assume. Il faut que mes équipes me gèrent. Ce qu'on attend de lui, c'est un sponsoring de haut niveau. Autrement dit, qu'il laisse l'équipe s'auto-organiser. Alors, c'est-à-dire... Tout exemple tiré de la réalité, bien entendu, serait complètement fortuit. Je vous rassure, bien entendu, là-dessus. Donc, alors, à sa décharge, il faut reconnaître que ces managers qui, pour certains, ne sont pas de toute première... ont été formés à une époque où être chef, ça avait un sens. Il fallait commander et contrôler, puis voilà, c'était simple, quoi. Et maintenant, on lui dit plein de trucs. C'est compliqué, hein.
Ouais, il faut être chef de tribu agile, hein, avec des équipes auto-organisées, mais tout en ayant des objectifs imposés dans un environnement qui n'est pas du tout agile. Donc c'est vrai que c'est un truc un petit peu de fou, quoi. En plus, il entend, bon, Taylorisme et Fordisme, ça lui parle. Management 3.0, en plus, on va lui parler de servant leadership, d'entreprise libérée, de choses comme ça, donc forcément, il est complètement perdu. Et ça se comprend. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour le chef de la tribu? Eh ben, on va lui parler du gross leadership. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le host leadership, mais du coup à l'époque de Cro-Magnon. Alors, dans le gross leadership, il définit 4 lieux. Et c'est assez important. Sur la grosse pierre, dans le sanctuaire de l'écho, tiens, il y a un truc qui a disparu. Du coup, on va les parcourir les uns après les autres. Alors, sur la grosse pierre, c'est le moment où le chef, il est là, devant tout le monde. Il fait le malin. Il est en position d'autorité. Et oui, c'est légitime qu'à certains moments, il soit sur cette posture, sur sa grosse pierre, devant le reste de la tribu, et qu'il définisse ses partages, son intention, son cadre. C'est complètement légitime. Après, il va se retrouver, à certains moments, dans la grotte principale. C'est le moment où il va travailler avec le reste de la tribu, où il va co-construire, où il va faire des choses avec son équipe, finalement, où il va chercher des solutions collectives. Il faut savoir descendre de sa grosse pierre. Ça aussi, vous pouvez le ramener chez vous. Si vous avez des managers que vous connaissez, vous pouvez lui dire descends de ta grosse pierre. Mais il y a d'autres lieux. Il y a la salle de l'écho. La salle de l'écho, alors pour ceux qui ont visité l'ASCO notamment, c'est un truc un petit peu en retrait, où justement on peut aller se mettre en retrait et on peut préparer les choses. Et puis surtout, on va écouter et on va observer ce qui se passe. Être manager, c'est pas tout le temps être là. C'est pas être le sauveur qui est tout le temps au milieu, debout sur sa grosse pierre et qui fait le mariole en permanence. Il faut savoir, si on veut qu'une équipe s'auto-organise, il faut savoir disparaître. Et c'est extrêmement important. Et puis le 4e lieu, c'est le sanctuaire. C'est son lieu personnel à lui, où il peut préparer des trucs, où il peut aussi se ressourcer, où il va se ressourcer. Et c'est extrêmement important qu'il ait ce lieu-là aussi à sa disposition. C'est le lieu aussi où il va pouvoir tirer le bilan de ses actions. Genre ce qu'on pourrait appeler une rétrospective, par exemple. Il y a ces 4 lieux. Du coup, pour aider le manager à sortir de son modèle ancien, son modèle pithécanthrope, on va lui parler de gross leadership. Et on va lui expliquer ces 4 lieux. Et qu'il n'a pas à être sur la grosse pierre tout le temps. Et que s'il est sur la grosse pierre tout le temps, il n'aura pas d'équipe auto-organisée. Ce n'est pas possible. Donc, manager, descendez de votre grosse pierre. On ne remet pas en cause son autorité. Je considère, déjà parce que je le suis, qu'il y a besoin des chefs, mais que le rôle des chefs doit changer. Voilà. Alors, team topologie. L'équipe. Alors, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, on propose aux chasseurs-cueilleurs de s'auto-organiser. Voilà. Donc ça, c'est facile, hein, on l'a tous fait, avoir des équipes auto-organisées, quoi de plus simple. Donc la théorie, hein, c'est ça, c'est très facile. Vas-y, petite équipe, sois auto-organisée. Allez, vole de tes propres ailes. Ceux qui pensent ça, bon, bien heureux, bien heureux soit-il. Voilà. Dans la réalité, cette théorie se heurte à quelques réactions un tout petit peu mitigées. En règle générale, ce qui se passe, c'est que le chef de tribu, il va donner un petit peu de liberté, voilà, en disant ouais, c'est bien, je suis descendu de ma grosse pierre, machin, tout ça, bon. Et ce qu'il s'aperçoit, c'est que l'équipe ne s'en saisit pas. Alors c'est particulièrement vrai dans des institutions un petit peu anciennes, voilà, l'administration, mais aussi des grosses banques, des choses comme ça, des grosses assurances, des trucs un petit peu qui ont quelques années de vie derrière elles, voilà, où on n'a pas franchement habitué les gens à la liberté de penser, déjà. Voilà. Donc du coup, quand on essaye de leur donner de la liberté, les gens ne la prennent pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On donne plus de liberté. Le manager, il donne plus de liberté. Hein. Théorie de toujours plus de la même chose. Et du coup l'équipe est de plus en plus passive. Étonnant. Du coup, ce que fait le manager, c'est qu'il revient à l'état initial. Avec un vrai effet déceptif en plus. C'est-à-dire que le chef de tribu est encore plus persuadé
que cette équipe est incapable de s'auto-organiser. Il ne faut pas lui donner la liberté. Et l'équipe, à l'inverse, est complètement confortée dans son idée que c'était un piège et qu'elle a bien fait de ne pas tomber dedans. Alors, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'impuissance acquise ou apprise. C'est le moment où l'individu que nous sommes se retrouve dans une situation où il ne peut pas agir, et quoi qu'il fasse, de toute façon, il est coincé. Alors, Martin Seligman, il a étudié beaucoup ça sur les animaux, et c'est un phénomène qui est extrêmement troublant, parce que du coup, il y a un phénomène de résignation qui s'installe. De toute façon, quoi que je fasse, je ne pourrai rien changer à mon boulot. Et même quand on fait disparaître la cause, ça reste. Il a étudié auprès de tout un tas d'animaux et après il a généralisé, il a fait des observations sur nous, sur les êtres humains, et il s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. Il ne suffit pas de supprimer la cause. Il faut aller plus loin que ça. La première chose, c'est de rassurer les gens sur leur technicité. Tous les gens qui appartiennent à ces équipes, ce sont d'excellents experts. Et il faut le dire, il faut le rappeler, il faut le conforter, il faut le maintenir dans le temps et il faut le renforcer. Et ça, c'est le rôle du manager. Il faut ensuite les accompagner vers la nouveauté, pour qu'ils l'apprennent, pour qu'ils l'expérimentent, pour qu'ils l'essayent, pour qu'ils s'en emparent dans les processus existants, et puis après qu'ils fassent évoluer ces processus. Et c'est à eux de le faire. Et puis la troisième chose, et ça aussi c'est le rôle du manager, c'est valoriser. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas si mal. Il ne peut pas y avoir d'autorisation sans protection. Si je donne l'autorisation, je dois prendre sur moi la protection. C'est extrêmement important, parce que sinon vous pouvez mettre en danger les personnes à qui vous autorisez d'être auto-organisées. Voilà. Donc autorisation et protection, ça va ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les chasseurs-cueilleurs de la tribu ? Eh bien, on va leur parler d'autorisation, de confiance. On va souligner, encourager leur expertise et les pousser à collaborer, livrer, réfléchir et s'améliorer. C'est l'excellent modèle d'Alistair Cockburn, dont je porte les chaussures. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque, qui s'appelle Art of Agile. Si vous ne connaissez pas, allez explorer cette idée. Elle est vraiment excellente et pour moi, ça résume l'agilité en 4 mots. Ce qui est quand même pas si mal, c'est portable, c'est transportable sur soi. Donc, on ne peut pas imposer la liberté. On ne peut pas imposer l'auto-organisation. C'est contradictoire dans ces termes mêmes. Ce qu'on peut faire, c'est rassurer et construire avec les gens. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Alors du coup, c'est quoi une transfo en fait ? Globalement, il y a les événements en haut. Les événements, ils permettent de réagir. Ensuite, en dessous, vous avez les tendances, ce qu'on appelle les patterns. Ces patterns, ils permettent de prévoir. Pas très intéressant, la prévision. Après, vous avez les structures sous-jacentes. Comment sont organisées les équipes ? C'est quoi l'organigramme ? C'est quoi les processus ? C'est quoi les trucs, les machins, les habitudes de fonctionnement ? Ça permet de designer, de redesigner. Et ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est d'arriver à toucher nos structures mentales qui sont en dessous, nos croyances, nos modes de pensée. Si vous ne changez pas le mode de pensée des gens, vous aurez beau faire du Scrum, vous ferez quand même du cycle en V. Je suis désolé. On peut très bien faire du cycle en V en utilisant Scrum, en utilisant Safe, en utilisant Less. Si vous ne touchez pas les modes de pensée qui sont dessous, vous n'avez rien fait. Voilà. Donc on ne change pas les modèles mentaux par l'action, même répétée. Nous sommes des animaux hyper sociaux. C'est par la discussion qu'on aura sur ce qui a été fait que nous pouvons changer nos modèles mentaux. Donc c'est-à-dire, ça s'appelle le dialogue, ce truc-là. Voilà. Et une équipe qui va faire tous les rituels Scrum pendant 10 ans ne va pas devenir agile, c'est pas vrai. Voilà. Être une tribu, c'est raconter ensemble une histoire commune. Et ce qu'on veut, c'est transformer. Donc c'est changer cette histoire commune. Et ça se fait en changeant nos façons d'interagir. Et en ouvrant des espaces de dialogue égalitaires. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche dialogique. Vous avez plein de trucs sur lesquels vous pouvez vous référer par la suite. Et notamment une méthode qui s'appelle l'Open Growth Technology.
Open Space Technology, qui est l'ancêtre de l'Open Space Technology, qui permettent la discussion généralisée au sein d'une organisation. Et l'Open Space Agility, pour moi, c'est la façon de créer une transformation au sein d'une organisation. Alors, les leçons de Greg Luplonk. Au Conseil des sages, bien préparé, tu partiras. Ton projet factuellement, tu exposeras. Aux 4 attaques basiques, tu t'attendras. Jamais dans la colère, la fuite ou la défense, tu seras. Aux sorciers sans langage, tu parleras. Impact et gain, tu expliciteras. La confiance progressive et réciproque, tu bâtiras. Les ressources de manière raisonnable, tu demanderas. Au chef, sa posture, tu rendras. Explicite, tu rendras, pardon. Pas toujours sur la grosse pierre, il se tiendra. Parfois, dans son sanctuaire, il retournera. Souvent, dans les grottes, on le trouvera. Tes chasseurs-cueilleurs, tu observeras. L'impuissance acquise, tu détecteras. Doucement vers l'autonomie, tu iras. Vers l'auto-organisation, tu accompagneras. Et voilà. Merci.